Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine politique qui livrait tout le plaisir et pour nous de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous politiques sur Couleur Télévision. Deux thèmes, sujets d'actualité ce soir feront l'objet de notre débat politique, la révision constitutionnelle, sans toutefois faire référence à cet ouvrage publié la semaine dernière par le professeur Évariste Bouchab entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Ce soir, nous voulons réfléchir, analyser l'opportunité de réviser notre constitution, également avec des questions d'entre elles liées à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme invité ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir, pour le compte de la majorité présidentielle, il est cadre du PPRD, conseiller à la présidence de la République. Monsieur Jean-Pierre Kambila, bonsoir, votre micro et bienvenue une fois ce soir. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Pour l'opposition politique ce soir, nous recevons Monsieur Ben Kalala, votre micro. Bonsoir Monsieur Ben. Bonsoir John. Vous êtes de FAC, fort prise au changement, vous êtes le coordonnateur adjoint en charge de la diaspora, diplomatie et diaspora. Non, je suis en charge de la diplomatie et diaspora, donc, au cadre de FAC. Nous recevons aussi pour la société civile ce soir Maître Carlos Moupili. Maître, bonsoir. Bonsoir. La troisième voix est représentée ce soir par son géniteur, M. Fumuto Toba Sanga. Bonsoir. Yes. Tout d'abord, cette question d'actualité, je voulais avoir la réaction de chacun de nous sur ce plateau. Ce qui s'est passé par rapport à nos concitoyens qui sont étudiants en Inde. Je crois que ça intéresse l'opinion congolaise ce soir parce que notre gouvernement, en toute responsabilité, a réagi. Et même l'opinion populaire aussi a réagi à sa façon, à sa manière. Monsieur Jean-Pierre Kambila, que pensez-vous de cette situation dont a été victime, n'est-ce pas, les Congolais qui sont étudiants en Inde? Et nous savons que la réaction de Kinshasa n'a pas tardé à travers notre ministre des Affaires étrangères. Continue. Bon, ce sont là des incidents qui arrivent. Hein. À mon avis, on a un peu gonflé les choses par la presse. Ce sont des incidents qui arrivent. Ayant vécu moi-même à l'étranger, je sais que dans certains milieux de tous les pays, il y a des gens qui n'aiment pas la présence des étrangers. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Le gouvernement a réagi et les Indiens ont été prompts, puisque nos compatriotes ont été libérés assez rapidement. Il va sans dire que je regrette le fait. Hein, nos enfants, lorsqu'ils vont là-bas, c'est pour apprendre, c'est pour étudier, c'est pour acquérir de l'expérience, c'est pas pour qu'ils se fassent tabasser. C'est clair. Mais ceci dit, je pense que nous n'avons aucun intérêt à vouloir en faire un gros problème qui dépasserait les limites du raisonnable. Maintenant, le gouvernement indien s'est expliqué, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télévision, s'est expliqué, nos compatriotes ont été libérés. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la police indienne lève un peu le pied quant à la manière d'arrêter les étrangers. Monsieur Ben Kalala, je crois que à Kinshasa, on a vu un peu de quinoiserie dans cette affaire, pendant que le gouvernement a fait son travail, a réagi à travers des correspondances adressées à l'intention de l'Inde à travers son ambassadeur à Kinshasa. Mais on a eu comme l'impression qu'à Kinshasa, on voulait s'apprendre aux Indiens. Il ne faut quand même pas encourager, comme on l'a dit, M. Kambila, il ne fallait pas dramatiser, aller au-delà de ce qu'il fallait faire. Si je voudrais rejoindre notre ami Kambila, ce sont des choses qui arrivent, comme je connais que ça arrive, ce qui est arrivé en Inde à nos enfants, à nos étudiants, c'est tout à fait normal. Moi, je dirais aussi que ce qui s'est passé au Congo, la réaction de Kinois, ça fait partie aussi des choses qui arrivent. Je pense que les gens, c'est un peu comme une réaction épidermique. On a tapé sur ton enfant ou ta soeur et tu veux réagir immédiatement avant de même demander. Sans se faire justice. Sans se faire justifier. Donc on veut se faire justice, mais je suis content quand même. Je suis quand même content que les dégâts
matériels soient vraiment limités. Il n'y a pas eu, de casse énormes ici. Il n'y a pas eu de blessures sur les Indiens. Mais je pense que c'était juste une réaction. C'est tout à fait normal. C'était aussi pour envoyer un signal fort que, tu vois, on ne peut pas continuer à tolérer au XXIe siècle que les Noirs, où qu'ils soient, en dehors de leur pays, soient traités de sous-hommes. La justice est faite pour tout le monde. Avant que les autorités indiennes puissent agir de la manière dont elles l'avaient fait, je pense qu'il fallait d'abord passer par un processus de trouver que ces enfants étaient réellement fautifs. Mais si cela n'était pas fait, moi je pense que la faute incombe aux autorités indiennes. Alors, pour que cela ne puisse plus se répéter, le message de notre gouvernement qui a été très fort, la réaction même de la population congolaise à travers la ville de Glikinois de Kinshasa, a fait aussi partie de ce message pour que ce genre de comportement ne puisse plus se répéter dans l'avenir. Bon, je pense que c'est déplorable quand même de voir ce qui s'est passé, mais il ne faudra plus, vraiment, ça n'a pas sa place que ce genre de comportement puisse rebondir. Maître Kalas Mopili, il faudrait intégrer le droit international pour ces cas qui s'est posé entre nous. C'est peut-être, comme l'a dit M. Kambila, il ne faudrait pas dramatiser. Oui, je crois que nous devons respecter l'état du droit. Et dans le contexte qu'il s'agissait de nos étudiants qui sont en Inde, ils doivent être sécurisés parce que c'est de leurs droits, comme l'indique le droit international. Mais il y a quelque chose qu'il faut un peu noter. Je crois que nous devons commencer d'abord à remercier le gouvernement et surtout l'ambassadeur congolais qui se trouve en Inde, parce qu'il est de rares ambassadeurs qui militent et qui suit à la loupe ses compatriotes par rapport aux autres. Nous avons beaucoup de cas où nos ambassadeurs gardent silence. Même si on ne parle pas de lui tellement à Kinshasa, mais il fait quand même bien son travail. Il a fait vraiment bien son travail. Regardez les Congolais, comment ils sont traités, très maltraités en Angola. Il y a plus de violations des droits de l'homme. Nous présentons ce rapport. Parce qu'indéniable, même quelqu'un qui est un immigré irrégulier, il n'est pas un criminel, il doit être traité selon les prescrits de la loi du droit international. Mais la population quinoise, si elle a pris les choses à main, c'est peut-être elle a pris comme d'habitude, comme elle a vu ses compatriotes être tabassés en Europe, les autorités congolaises être tabassées en Europe, et on se pose toujours la question où se trouverait la police, où se trouverait les services de sécurité. Alors à chaque fois qu'on forme nos services de sécurité, on forme la police, ce sont toujours des instructeurs qui nous viennent de l'Europe. Et quand nos autorités, nos compatriotes, ils sont en Europe, que ce soit les musiciens, ils sont à la merci des banditismes. Je crois qu'à cette fois-ci, les choses se sont bien faites parce que je crois que ça va continuer et cela va s'étendre partout où les Congolais se trouveraient. Je crois que M. Fontoto, nos relations de coopération avec l'Inde se normalisent de plus en plus parce que même ici au Congo, nous voyons la présence des Indiens, que ce soit dans de petits commerces, que ce soit au niveau dans le secteur de la santé. Même aujourd'hui, des Congolais sont de plus en plus intéressés d'aller apprendre, sinon étudier en Inde. Mais cet incident ne doit quand même pas jeter de l'opprobre sur les relations que nous avons avec ces pays. Quand même, nous reconnaissons que ça apporte beaucoup pour notre pays, pour les Congolais. Tout en reconnaissant et en soutenant d'abord le travail fait par les Congolais qui ont marché devant les portes de commerce des Indiens à Kinshasa, et tout en connaissant la réaction positive du gouvernement, bien que tardive aussi, je tiens à informer, à préciser que... C'est dans les temps, M. Fontoto. Non, pas, il ne faut pas me parler. C'était dans les temps, la réaction du gouvernement. Pas le mot venir parler. Vous savez, les citoyens d'un État vivant ailleurs est désormais devenu sujet du droit international. Vous savez, il n'est pas seulement protégé par les bases juridiques de l'État où il vit, mais aussi par les bases juridiques des conventions internationales régulièrement ratifiées. Le traitement réservé aux Congolais en Inde est dégradant, inhumain
est anormale. Et cela nous arrive, Maître Moupipi a parlé des cas, comment on traite les Congolais en Angola. Nous avons 30 ou 34 Congolais qui ont été expulsés de la Belgique. Dans quelles conditions? Partout, les Congolais sont dans d'autres pays, ils souffrent. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas une bonne politique étrangère, une bonne diplomatie capable de protéger les citoyens en dehors de leurs frontières. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une politique cohérente de la gestion de la diaspora congolaise. On a dit qu'on avait supprimé le ministère des Congolais de l'étranger. Peut-être qu'on devait renforcer la capacité au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais qu'est-ce qu'on déplore? Aujourd'hui, vous dites non, les autorités ont agi, mais il y a le principe de réciprocité en droit international et en diplomatie. Donc, il ne suffit pas seulement de demander la libération, mais qui doit payer les peines que ces Congolais ont subies à tort et à travers. Donc, c'est là encore une faiblesse diplomatique au niveau de la politique étrangère du pays. Très bien. On va prendre, on va prendre cette déclaration, on va encore revenir à ça parce que il est vrai que ça fait maintenant plus d'une semaine que le président tanzanien l'a déclaré à l'occasion de la commémoration du cinquantenaire de l'existence de l'Union africaine. Le président tanzanien a proposé une solution globale demandant à tout le pays de la sous-région des Grands Lacs d'initier des dialogues avec le groupe armé, c'est-à-dire avec leurs ennemis. C'est que le Congo fait déjà depuis, entre autres avec les M23. Mais aujourd'hui, cette déclaration continue à susciter des réactions. Il y a eu des mobilisations encore au niveau de l'Europe, Belgique, France et pareil. Quelle est l'importance, sinon la portée de cette déclaration qui fait que jusqu'à aujourd'hui, les gens ou l'opinion continue à réagir, sinon à soutenir cette opinion pour que ça soit respecté au niveau de la sous-région des Grands Lacs, M. Jean-Pierre Kambela? Merci. Si vous êtes d'accord, pour l'intérêt des téléspectateurs... Je vous en prie, je vous en prie. Si vous me permettez, pour l'intérêt des téléspectateurs, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière concernant ce que je pourrais appeler la problématique de la protection des Congolais à l'étranger. Nous, Congolais, devons être honnêtes et toujours faire très attention lorsque nous expliquons les choses. C'est-à-dire éviter ce que j'appelle la superficialité, c'est-à-dire de rester dans la surface. Vraiment, il faut distinguer les cas de nos compatriotes qui sont en règle dans les pays où ils sont. Et c'est visiblement, je dirais même manifestement, c'est le cas des étudiants congolais en Inde. Ces jeunes gens sont là-bas réguliers. Ils ont, d'après les informations qui sont à notre opposition, ils n'ont commis aucun crime. Donc, il n'y avait pas ni à les attaquer, ni à les arrêter, ni à les molester. Il n'y avait rien à faire. Rien. La preuve, c'est que jusqu'au moment où nous parlons, les autorités indiennes n'ont rien de clair à reprocher à nos enfants là-bas. Ils ne disent pas qu'ils ont été volés dans des magasins, ils ne disent pas qu'ils sont sans papier, ils ne disent pas rien. Donc ça c'est un cas particulier. Maintenant il y a un autre cas. C'est ceux qui sont des irréguliers ou qui commettent des infractions. Ceux-là, nous devons accepter qu'ils subissent la loi. Parce que nous devons faire la même chose. Peu importe le traitement dont ils sont victimes. Non, je ne dis pas que... Même si ça énerve les droits internationaux. Non, je choisis mes mots, s'il vous plaît. J'ai bien choisi mes mots en disant il faudrait qu'ils respectent la loi. Si les gens sont dans un pays et qu'ils ne respectent pas les lois, quelle est l'argumentation que nous allons mettre en avant pour les protéger? Oui. Lorsque nos compatriotes sont expulsés, aujourd'hui même il y a eu des compatriotes qui sont descendus de l'avion expulsés de Belgique. Je le sais. Mais comment est-ce qu'ils sont partis d'ici? Comment est-ce qu'ils étaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? On voit bien que c'est des irréguliers qui commettaient des infractions. Si vous voulez que votre gouvernement commence à défendre ses compatriotes, juste parce qu'ils sont ses compatriotes, coûte que coûte, nous ne sommes plus dans le droit. Même si d'autres présidents de la République ont donné ce mauvais exemple, nous ne devons pas le suivre. Parce que nous voulons approcher la perfection. Bien sûr que nous n'y arriverons pas.
mais cette volonté-là, elle est là et elle existe. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de tout mettre dans un même panier et de dire que c'est partout la même chose. Il faut distinguer les choses. Et aussi, il faut mettre les ambassadeurs à l'aise. Lorsqu'un ambassadeur va protester, il ne proteste pas selon ses sentiments. Il proteste selon les lois, selon des textes précis. Et voilà, la loi veut ça et ça et ça. Pourquoi vous traitez mes compatriotes de telle manière ou de telle manière, contraire à la loi? Il ne vient pas dire, ah non, mais vous avez touché un Congolais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que c'est pour l'intérêt des téléspectateurs, il fallait que cette chose-là soit au clair. Les affaires d'État ne sont pas des affaires de famille. Il ne s'agit pas que, ah, on a tapé l'enfant de Kambila, moi je suis le cousin de Kambila, je viens, je commence à taper l'autre famille. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe dans le respect des règles. Maintenant, vous me posez une autre question. Ça, j'ai fait ma série. Vous dites le dialogue général dans la région des Grands Lacs. Hein, j'appelle dialogue général ce que le président de la Tanzanie a proposé. C'est-à-dire que chacun chez lui devrait commencer par balayer sa propre porte. Commencer par parler avec son opposition, commencer par dialoguer avec son opposition avant de le réclamer ailleurs ou avant d'applaudir ailleurs. Mais ceci relève de la logique la plus élémentaire. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas dit à ces niveaux-là avant. Puisque ce n'est pas une nouveauté, c'est une chose que nous entendons à gauche et à droite depuis très longtemps. Il y a des gens, notamment des Congolais, qui se posaient la question, mais pourquoi lui, Kagame, ne négocie pas, ne discute pas? On ne le disait pas, malheureusement. On le disait. Si, oui. On le disait jamais. Non. Les opportunités qu'on a eues sur ne dites pas, ne dites pas. On ne l'a jamais dit comme ça. Ne dites pas jamais, parce que les choses ne se disent pas toujours à des niveaux audibles pour chacun. La diplomatie se fait à plusieurs niveaux. Je ne dirais pas à 2 ou 3, à de nombreux niveaux. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas dit. C'est qu'on ne l'a pas dit à ce niveau-là et avec autant de force et dans ce genre de forum. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, allait dans le bon sens. Et lorsqu'un président de la République dit ça à propos des autres pays, ne pensez pas que c'est le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'un travail. Des diplomates ont travaillé pour l'amener à dire ça. Il ne dit pas ça, comme si c'est un sentiment qui sort de son propre cœur. Non, c'est parce qu'il y a eu un travail diplomatique qui a été fait. Je ne dis pas que par nous seuls, non, par de nombreuses autres puissances également, mais aussi par notre diplomatie, pour amener quelqu'un d'autre à poser cette question-là. Maintenant, cette question est posée, le travail est en train de se faire. Réponse tarde, malheureusement, jusque-là. La réponse tarde de qui? Nous parlons déjà avec nos ennemis, c'est reconnu, oui. Mais les Rwandais a réagi autrement et l'Ouganda aussi. Mais bien sûr, mais ils réagiront comme ça jusqu'à ce qu'ils seront obligés. Ils ne vont pas le faire parce que le Tanzanien l'a dit ou parce que les Congolais le veulent. Mais non, ils le feront quand ils seront obligés de le faire. Ils ne le feront pas comme ça. Nous ne discutons pas avec le M23 parce que nous voulons. Non, nous discutons avec le M23 parce qu'ils sont venus chez nous et nos enfants sont en train de mourir parce qu'ils sont là à cause de cette présence-là. Voilà pourquoi on discute. Pour dire ceci, que si les Rwandais eux-mêmes, les opposants, agissent sur le terrain au Rwanda, mais c'est sûr que les Rwandais vont discuter. Parce qu'ils vont voir que leur enfant meurt. Parce qu'ils vont voir qu'on est en train de perturber l'avancée de leur programme économique. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, ça restera au niveau des paroles. Monsieur le président Benkala, le président tanzanien a lancé les débats. Monsieur Kambila a dit, dialogue général, il a parlé de la solution globale au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Chaque pays, ses conflits, il faudrait une solution globale. Chacun des pays faisant partie de la sous-région des Grands Lacs devrait parler, discuter directement, comme le fait Kinshasa, avec ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Aujourd'hui, ça continue à susciter des réactions. Je crois que vous l'avez appris, que même en Belgique, c'est que nous considérons comme des combattants, mobilisation de la diaspora congolaise pour soutenir cette déclaration du président tanzanien. Qu'en dites-vous, vous, personnellement? Moi, d'un côté, je soutiens aussi, puisque je ne vois pas pourquoi on doit forcer la République démocratique du Congo, tout un gouvernement, un État indépendant, à traiter ou à dialoguer avec les forces qui hier étaient considérées, qui continuent à être considérées comme des forces négatives. Nous parlons ici du cas précis de M23.
évidemment, les accords, les pourparlers d'Addis Abeba, l'accord cadre, tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la suite. Et si nous avons aujourd'hui la représentation internationale, c'est pour s'assurer et se rassurer que cette fois-ci, ce qui a été arrêté ou les résolutions seront respectées. Alors, comment expliquer le fait que c'est seulement la République démocratique du Congo qui doit négocier avec le M23, force négative, et pendant que tous les rapports des Nations Unies pointent du doit le Rwanda et l'Ouganda dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Pourquoi est-ce qu'on n'allait pas, c'était pas prévu ou forcer la RDC ou les pays qui sont nommés, cités nommément par les Nations Unies à pouvoir dialoguer au lieu que nous dialoguions avec un groupe armé? Ça, c'est de un. Pas un seul groupe armé, mais plusieurs groupes armés. J'ai entendu ce que notre ami Kambing a dit. Kambila plutôt, je m'excuse Jean-Pierre. Concernant le Rwanda. Le Rwanda a un problème sérieux. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui en RDC, c'est la suite, c'est une conséquence de problèmes rwandais. Puisque le problème de FDLR, donc on n'en parle plus, hein, les FDLR au Congo, puisque l'invasion rwandaise en RDC, avait comme prétexte la chasse aux FDLR. Les FDLR sont venus du Rwanda. Alors pourquoi ne pas forcer le Rwanda à tenir un dialogue comme nous, ici au Congo? Nous l'avions fait, ce n'est pas la première fois que nous parlions de dialogue dans ce pays. Nous avions été forcés ou nous avions été conviés à tenir un dialogue franc entre Congolais. Pourquoi le Rwanda ne peut pas tenir un dialogue franc entre ce gouvernement-là et les opposants rwandais? Quand on parlait de la Belgique, ce n'est pas seulement les Congolais de la Belgique qui avaient réagi. Hein. Il y avait une très grande marche à Bruxelles. Mais dans cette marche, il n'y avait pas seulement que des Congolais. Il y avait des Congolais, il y avait les Ougandais, il y avait des Rwandais qui protestent, qui continuent à protester contre le régime de Paul Kagame. Écoutez, j'ai toujours dit et je le répète que nous n'avons pas, nous, quand nous disons nous, Congolais, bon, nous de l'opposition, ce n'est pas avec les Rwandais que nous avons affaire. Nous avons affaire au leadership rwandais, à ce gouvernement de Paul Kagame, qui est en fait la raison pour laquelle nos femmes et filles ont été violées, et avec comme prétexte de poursuivre les FDLR en RDC, sur le sol congolais. Vous vous souviendrez, John, la guerre de 6 jours à Kisangani, qui avait opposé ces deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, sur le territoire congolais. Deux pays cités aujourd'hui dans plusieurs rapports des Nations Unies, mais qui, évidemment, continuent à être appelés par la communauté internationale des amis. Puisque l'Ouganda, jusqu'à preuve du contraire, Museveni, continue à être poulain des États-Unis d'Amérique. Et nous voyons très mal dans l'opposition, comme nous l'avions dit avant, même les pourparlers de Kampala, excusez-moi d'y toucher un peu, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme qu'on ne pouvait pas, les sapeurs-pompiers, pyromanes et sapeurs-pompiers à la fois, l'Ouganda, qui est cité nommant, et être à la tête de la médiation entre le gouvernement congolais et un groupe rebelle comme le M23. C'était dans le cadre de la CIRGL que l'Ouganda a joué cette médiation. Ce n'est pas en tant que nation, M. Venkalala. Il faut qu'on fasse cette précision. Non, mais c'est l'Ouganda. L'Ouganda, président de la CIRGL, c'est la CIRGL qui gérait ces dossiers Congo M23 et c'est l'Ouganda qui a fait la médiation. Non, mais je pense que nous disons que c'était mal choisi. C'était mal choisi. Et les résultats sont là, John. C'est peut-être le temps. Les résultats sont là. Nous les voyons. Où en sommes-nous avec cette histoire de Kampala, pour parler de Kampala? Et aujourd'hui, les M23 claquent la porte et disent, pour eux, ils viennent à peine de commencer le débat. Pour nous, nous disons que nous sommes prêts à parler, nous sommes prêts à conclure. Les M23 viennent nous dire que pour eux, ça ne vient que de commencer. Mais c'est quoi ça, ce théâtre? On va en parler. Maître Carlos Mopili, nous parlons de cette déclaration, je dis cette proposition du président tanzanien. En quoi est-ce que si le Rwanda ouvrait les dialogues inter-rwandais avec les FDLR, l'Ouganda avec ADF Nalu, ça pourrait mettre fin au conflit au niveau de la sous-région des Grands Lacs, tel que l'a proposé le président tanzanien. En quoi? Okay, je voulais amener un peu une petite précision. Le président tanzanien, s'il parle avec la casquette du président d'une république tanzanienne, et il s'adresse ou il demande au gouvernement rwandais ou ougandais, je crois qu'il ne sera pas compris.
Pourquoi? Parce qu'en droit international, il y a le principe de la souveraineté. Il y a le principe de non-émission et de non-ingérence aux autres États. Donc, on va balayer facilement sa proposition. Mais si dans le cadre de la CIRGL, c'est facile. Pourquoi? Parce que dans la CIRGL, le traité, le pacte, a plusieurs objectifs, dont l'objectif principal, c'est la pacification de la sous-région du Grand Lac. Et pour pacifier, il faut rechercher les causes profondes. Or, si vous voyez la maternité ou même le sens de la CIRGL, l'inspiration est venue de la tragédie humanitaire de 800 000 morts lors du génocide au Rwanda. Alors, toute justification de l'agression au Congo par les Rwandais et par l'Ouganda, c'est toujours par le FDLR. Alors, au niveau de la CIRGL, comme on connaît, on recherche des causes profondes, c'est bien justifié que non, il faut résoudre les problèmes de FDLR. Et comment résoudre ça? C'est facile, par cette proposition qui est l'accord politique et au dialogue politique. Parce que vous savez, au Congo, nous, on nous a imposé de partager, de donner des cortèges, des postes de vice-présidence avec des criminels de guerre. Et c'était comment à San City, celui qui a tué des millions, il sera vice-président, c'est celui qui a tué des centaines. Je termine, ne m'écoute pas. Mais au niveau des FDLR, je vais bien expliquer aux téléspectateurs. Le FDLR, c'est une nouvelle génération qui est née après les génocidaires des ex-FAR et les Interahamwe. La majorité des enfants qui sont dans le FDLR, ils ont quitté le Rwanda, ils avaient 2 ans, 5 ans. D'autres, ils étaient nés au Congo. Si vous voyez les images des FDLR qui se présentent au niveau des antennes de la MONUSCO, ce sont des jeunes de 25 ans. Alors calculez de 94 jusqu'à présent. Et pour trouver aussi la solution, parce que la solution doit se trouver au niveau global. Parce que vous savez que ces gens, ils sont entrés ici sous la demande du secrétaire Boutros Ghali, donc de l'ONU, pour qu'ils viennent ici. Aujourd'hui, la nature juridique pose des problèmes. On interroge même la convention sur les droits des réfugiés, ça pose des problèmes. Si vous allez au OACR, ils vous diront que le réfugié, c'est un monsieur étranger qui ne porte pas les armes. Lorsqu'il porte les armes, il n'est plus protégé par des conventions de Genève. Et là où ça craint, pour terminer, parce qu'on m'a arraché la parole, je termine en jetant des coucous. Je remercie sérieusement le gouvernement congolais pour avoir refusé la clause de cessation de réfugiés rwandais. Nous croyons être des cavaliers solitaires quand nous disions non à cette clause de cessation des réfugiés rwandais, que Kagame demandait, s'il vous plaît John, qu'à partir de cette clause, il pouvait retirer la nationalité de tout réfugié rwandais qui ne voulait pas le répatriement au Rwanda. Merci, Maître Carlos. Je crois que la nature de groupes armés qui opèrent dans la sous-région des Grands Lacs, c'est là où aussi se pose le problème. Parce que le Rwanda considère le FDLR comme étant des génocidaires. Nous, on discute avec le M23. Il est vrai qu'ils sont criminels, mais ils ne sont pas génocidaires. Mais comment demander au Rwanda de négocier avec des génocidaires? Déjà, Kigali a rejeté totalement cette proposition. L'Ouganda également avec l'FDF Nalu. Mais comment on va respecter, sinon appliquer cette proposition du président tanzanien? Ça ne vient pas créer d'autres problèmes, d'autres polémiques au-delà de la sous-région des Grands Lacs? Merci beaucoup pour la question, mais bien avant de répondre à cette question, je voudrais préciser certaines choses parce que mon point de vue a été ramassé par monsieur le conseiller Kambila. Chaque fois que je fais l'émission avec lui, il me demande toujours d'être sérieux. Il dit toujours, sois sérieux. Sois sérieux. Mais je me suis toujours posé la question. Non, John, laissez-moi tranquille comme vous laissez les autres tranquilles. Alors moi, je me suis posé la question de savoir à qui il demande d'être sérieux. Comment un peuple peut-il être sérieux si son gouvernement n'est pas sérieux, comme est le cas du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui n'a jamais été sérieux? Deuxièmement, lorsqu'il dit nous voulons approcher la perfection, mais dans quel domaine? De la justice, de la diplomatie, des dépenses publiques? Dans quel domaine d'État ces régimes approcheraient le sérieux?
Du jamais. Donc, la charité bien ordonnée commença par soi-même. Je crois que la sérieuxité d'un peuple commence par le sérieux que son régime et ses dirigeants mettent dans la gestion de la chose publique. Alors que vous savez qu'il y a la blague à la tête de l'État dans la manière de gérer l'État congolais. C'est vous qui le dites. C'est moi, je n'ai pas dit que c'est vous. Deuxièmement, lorsqu'on dit que nous devons accepter la rigueur, parce que ces refoulés de la Belgique ou comme ça, ce sont des irréguliers et des gens qui transgressent le loi. Mais le droit humanitaire est utile pour protéger qui? C'est aussi pour protéger tous ces gens qui sont des irréguliers, mais requérant la personnalité humaine, ils doivent être refoulés dans les conditions requises. C'est ça le problème. Mais regardez un constitution de l'État qui dit non, comme ils sont des irréguliers, dans n'importe quelle condition, ils peuvent atterrir ici. Non. Nous ne disons pas que les Congolais à l'étranger se comportent contre les lois de ce peuple-là. Non, nous disons que dans n'importe quelle condition qu'ils puissent se retrouver, ils doivent être traités avec dignité, alors que ce n'est pas le cas. Le Conseil lui-même a reconnu que nos citoyens en Inde n'ont rien fait qui mérite ces traitements. Alors, maintenant, la réponse est quoi? Ils ont été libérés. Et ceux qui ont été fouettés innocemment, c'est fini. Et le principe de réciprocité est nécessaire entre États pour faire quoi? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le gouvernement a exigé. C'est toujours nos citoyens qui ne sont pas en ordre dans d'autres pays doivent subir les sanctions. Mais les citoyens des autres États sont-ils en ordre chez nous? Vous avez une question en souffrance. Est-ce que les Angolais, tous les Angolais qui vivent au Congo sont en ordre? Comme nous sommes dans la jungle, nous ne savons même pas apprécier que les autres vivent en désordre chez nous. Je ne pense pas que les Congolais de la diaspora en Belgique et consorts vivent en désordre dans ce pays-là, 80%, comme les autres étrangers vivent chez nous. Mais pourquoi on ne peut pas commencer à mettre le sérieux aussi par rapport aux autres expatriés qui vivent chez nous? Donc je ne suis pas d'accord qu'on puisse traiter les Congolais d'une façon inhumaine, peu importe sa fausseté. Vous avez une question en souffrance, M. Fumto. La question en souffrance. Le dialogue général...